Là, c'est bon. Vous êtes sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous nous efforçons ici de mieux nous informer pour mieux agir. 1 an après Tchernobyl, son nuage, ses mensonges, chacun est en mesure de constater que ce que l'on appelle l'industrie nucléaire produit accessoirement de l'électricité, dont on n'a que faire, et centralement une dépendance toujours accrue envers ceux qui nous tiennent ainsi en leur pouvoir. De lâchers expérimentaux de tritium en consigne d'évacuation se matérialise inexorablement un choix de société pour parler comme les journalistes. Choix d'autant plus singulier qu'on n'en trouve nulle trace dans la mémoire des hommes et qu'on découvre sa nature quand il est trop tard pour en faire un autre. C'est un petit extrait d'un texte que j'ai retrouvé récemment paru dans la revue numéro 11 de l'Encyclopédie des nuisances en date de juin 1987. Alors aujourd'hui, nous sommes presque 33 ans après le début de la catastrophe de Tchernobyl et 8 ans quasiment jour pour jour, après le début de la catastrophe de Fukushima. Et ce texte est malheureusement toujours d'actualité. On va vous proposer aujourd'hui de faire un état des lieux du territoire de Fukushima, avec des retours en arrière de quelques années, avec des extraits d'émissions déjà anniversaire. Et on va écouter en introduction une intervention de Roland Desbordes, président de la CRIRAD, lors d'une de nos émissions, une émission du 11 mars 2015, une émission spéciale Fukushima, où il nous explique les circonstances de la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi. On l'écoute. Donc, un séisme, un tsunami d'une ampleur effectivement importante, mais qui n'est pas rare au Japon, ça s'est déjà produit, même des séismes de force plus importante. Et puis, sur la côte est du Japon, il se trouve qu'il y a plusieurs centrales nucléaires. Au Japon, il y en a 53 réacteurs en activité à ce moment-là. Oui. Il y en avait. Oui, effectivement, aujourd'hui, ils sont tous arrêtés, mais il y en avait. Il se trouve qu'un certain nombre de ces réacteurs, donc la centrale de Fukushima Daiichi, parce qu'il y a une autre centrale qui est un peu plus au nord, et qui a 6 réacteurs, c'est une énorme centrale. Il y en a 4 au niveau de l'eau, et il y en a 2 sur la colline à côté. Donc, c'est suite au séisme, l'automatisme des réacteurs fonctionne parfaitement et en fait fait tomber, en fait là-bas c'est pas exactement tomber, mais fait monter des barres on est dans l'arrêt d'urgence. Bon, le réacteur s'arrête. Mais dans ces cas-là, tout le monde sait qu'il y a une chaleur résiduelle, c'est-à-dire que le cœur effectivement produit encore de la chaleur. Alors, c'est en gros entre 3 et 5 mégawatts, c'est-à-dire 3000 kilowatts, c'est-à-dire c'est pas rien du tout, mais en même temps, c'est pas grand-chose par rapport à la puissance thermique en fonctionnement normal. C'est beaucoup, beaucoup moins. Ça veut dire que dans cette situation, il faut continuer à refroidir le cœur du réacteur avec des moyens de secours, parce que si le réacteur est arrêté, il ne produit plus d'électricité. Donc, on n'a plus d'électricité. Donc, on ne peut pas faire tourner des pompes. On n'a pas de moyen de faire tourner des pompes. Donc, on a normalement toujours prévu des groupes électrogènes qui sont capables de prendre le relais et de faire donc alimenter des pompes. Ça, c'est le premier point. Et il faut de l'eau. Pas une quantité énorme, mais il faut de l'eau à sa disposition. On peut se dire que là, il y a eu le séisme
qui a fait ça. On devrait pouvoir, dans une situation normale, c'est pas la première fois que ça se produit au Japon, que des réacteurs s'arrêtent, et on a gardé la main, c'est-à-dire qu'on a pu assurer le refroidissement, etc. Sauf que le tsunami arrive derrière. Et le tsunami va inonder la centrale. Et à ce moment-là, on découvre que les groupes électrogènes qui servent normalement pour ça, ils sont au ras du sol, pour ne pas dire en dessous du niveau zéro. C'est-à-dire qu'ils sont complètement inondés, inutilisables. Bon, donc, constat, source électrique, il y a eu effectivement beaucoup de dégâts autour. Mais si on fait quelques kilomètres à l'intérieur des terres, la vie, il y a eu le séisme évidemment, quelques dégâts sur les routes, les bâtiments, mais il y a de l'électricité, il y a du réseau. Il y a la possibilité encore de faire venir des groupes électrogènes, pas de très très loin, d'une certaine distance, avec un hélicoptère, etc. Il y a la mer à côté. La quantité d'eau, elle est là. On doit pouvoir récupérer la situation. Sauf que là, nos amis japonais, TEPCO, l'exploitant, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il ne s'est toujours pas expliqué. Est-ce qu'il a cru qu'il allait pouvoir se passer de ces deux moyens importants? Alors, une des explications qui a été donnée, je ne sais pas si elle est valable, il n'a pas cru que ça allait donc continuer à chauffer. Et surtout, il ne voulait pas utiliser de l'eau de mer, qui est de l'eau salée, et qui allait endommager un peu les circuits. TEPCO, dès le départ, pensait redémarrer la centrale très rapidement, derrière, après la catastrophe. Sauf que ils ont attendu un jour, 2 jours, et puis au bout d'un jour ou deux, il y a eu des explosions. Pourquoi? Parce que la température est montée, et quand vous montez la température de l'eau, vous dissociez l'hydrogène et l'eau en hydrogène et oxygène dans les bâtiments. Or, vous avez un mélange hydrogène-oxygène parfait pour des explosions d'une violence extraordinaire, incroyable. Les explosions d'hydrogène, quand le mélange est bien proportionné, ce sont des explosions extraordinaires. Et c'est ce qu'on a vu en direct à la télévision. Et ça, moi, c'est l'image que je n'avais jamais imaginée dans ma tête. Voir un jour un réacteur, 2 réacteurs plus exactement, qui explosent en direct à la télévision. Et voilà ce qui s'est passé au départ. Donc, pour moi, il y a eu une incompétence incroyable de l'exploitant qui a amené à la catastrophe. Et la catastrophe, c'est à partir de ce moment-là, là, vous ne maîtrisez plus rien. C'est parce que là, vous ne pouvez plus refroidir, vous ne pouvez plus rentrer dans les bâtiments, etc., etc. On est condamné à attendre que ça se passe. Et c'est ce qui se passe depuis 4 ans. L'exploitant est en train essaye de balancer de l'eau, etc. Parce que à partir de là, on est devant l'irréparable. Jusqu'au moment des explosions, on était encore dans la possibilité de reprendre la main. Là, on est dans l'irréversible, l'irréparable. Pourquoi? Parce que puisqu'on ne peut plus refroidir les cœurs qui sont les pastilles d'uranium dans les gaines de zirconium, qui sont qui baignent dans l'eau, dans la cuve. Tout ça monte en température. Enfin, le cœur, on dit, commence à fondre. Et en fondant, le métal, uranium, va se mettre en tas au fond de la cuve. Et là, vous ne pouvez plus le refroidir. Même si vous balancez des quantités d'eau, vous ne pouvez plus le refroidir parce que vous ne pouvez pas faire passer l'eau au cœur de ce corium, donc on appelle ce corium, qui va amener effectivement sa montée en température de ce corium, qui amène à la fusion de l'acier de la cuve, qui fait que ce corium descend à travers la cuve et que vous ne pouvez plus le refroidir. Donc là, c'est inéluctable. On ne peut pas revenir en arrière. Et là, aujourd'hui, où sont ces cœurs, ces coriums? Personne ne sait exactement, puisqu'on ne peut plus descendre, évidemment, dans les bâtiments. Et donc, on est à la surface, voilà, et à balancer de l'eau, qui, évidemment, se contamine avec la radioactivité. On vient d'entendre Roland Desbordes, président de la CRIRAD, lors d'une émission sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive le 11 mars 2015. Il nous expliquait donc les circonstances de la catastrophe de Fukushima. Que se passe-t-il 4 ans plus tard? Donc, 2 rapports récents
des mesures de radioactivité effectuées par Greenpeace et un état des lieux de l'association Simply Info, en anglais, malheureusement, nous démontrent, s'il fallait encore s'en convaincre, que la tragédie est toujours en cours sur le site de Fukushima et aux alentours. Donc, un rapide état des lieux. Le corium du réacteur numéro 1 n'est pas localisé. Au niveau du réacteur numéro 2, la radioactivité proche des débris du corium atteint 7 à 8 sieverts par heure, avec des taux de radioactivité les plus élevés constatés entre le socle de la cuve et l'enceinte de la cuve autour de 300-400 sieverts par heure. Je vous rappelle que la dose recommandée, entre guillemets, d'exposition pour les populations est de 1 millisievert par an. 1 millisievert par an, et là on est à 300-400 sieverts par heure. Inutile de vous dire que personne ne peut s'approcher de ces zones, et les robots, même pas les robots dont les mécanismes se mettent à dérailler. Donc tout ça est très très dangereux. Ça n'empêche pas les autorités d'avoir prévu le démantèlement, l'enlèvement de ce corium en 2023. Il se trouve que les coriums ne se présentent pas, donc le cœur fondu ne se présente pas en une seule pièce comme il était prévu initialement, mais en pièces détachées, si je puis dire, ce qui rend leur enlèvement parfaitement irréaliste, irréalisable, même si on pouvait s'en approcher. Sur les autres réacteurs, on a toujours des combustibles usés dans les piscines de refroidissement. Tout ceci présentant un risque extrême sur le site de Fukushima Daiichi. Les systèmes de refroidissement constants rejettent des eaux contaminées en tritium, en césium-137 et en strontium, qui sont stockés dans des réservoirs. Il y a 1000 réservoirs à ce jour pour une quantité stockée d'environ 1 120 000 tonnes d'eau, la limite de stockage étant atteinte dans 2 ans. Un récent rapport de l'organisme national chargé du démantèlement fait état de dommages dus au tremblement de terre sur les enceintes de confinement et les bâtiments des réacteurs, ce qui avait toujours été jusqu'à présent vigoureusement nié par TEPCO. Il y a aujourd'hui 16 500 000 sacs plastiques de déchets contaminés stockés autour du site, et il y en aura 22 millions en 2020. On retrouve des microparticules radioactives provenant de la fusion des cœurs des réacteurs de Fukushima sur un large territoire au Japon. Ces particules sont transportées par le vent et sont facilement inhalées. Cette pollution radioactive est totalement ignorée par les autorités. Donc voici pour les faits, vous pourrez lire des rapports sur Internet concernant toutes ces mesures. Bon, on va aborder plus précisément les questions de mesures de radioactivité dans les zones autour de la centrale de Fukushima et la question du retour des habitants dans ces zones. Mais avant, je voudrais vous faire entendre un extrait qui date de juin 2013. C'est Thierry Ribaud, donc chercheur au CNRS et co-auteur des Sanctuaires de l'abîme, paru en 2012 à l'Encyclopédie des nuisances, qui nous parle justement de la question de ces réfugiés et de ces évacués de la première heure. On écoute. Et donc ces gens en fait sont effectivement se retrouvent dans une situation impossible, puisque en fait à la fois ils sont séparés de leur lieu de vie d'origine, bien sûr, puisqu'ils ont évacué, ils habitaient à 7 km de la centrale, tous ces gens-là. Oui. Et ils ont été évacués manu militari pour certains d'entre eux, pas tous d'ailleurs. Ils n'ont pas d'ailleurs, contrairement à ce qui a été dit, ils n'ont pas été évacués tous le 12, quelques heures avant la première explosion. En fait,
même ces gens qui étaient proches de la centrale, on voit bien, on sait maintenant que leur évacuation s'est en fait distillée au fur et à mesure de la semaine qui a passé, et certains ayant même évacué après la 3e explosion. Donc, sans compter qu'une grande partie de ces gens qui sont partis, qui ont évacué, quand bien même ils auraient évacué avant la première explosion, de toute façon, quand ils sont partis avant la première explosion, ils se sont réfugiés 10 km plus loin. Donc en fait, ils ont pris bien sûr de toute façon le lendemain le nuage qui est passé, quoi. Alors, donc voilà, ça c'est les circonstances au moment de la fuite. Mais 2 ans après, ce qui est assez fou, c'est que ces gens-là se retrouvent donc dans des logements dits provisoires, qui sont en fait donc devenus des logements permanents, et dans des conditions de vie qui ne sont pas, comment dirais-je, dramatiques en elles-mêmes, parce qu'on peut dire quand même qu'il y a une sacrée organisation tout de même, hein, autour de ces logements dits provisoires. Je veux dire, il y a une volonté, il y a eu une volonté quand même d'en faire des infrastructures d'accueil tout de même, hein. C'est pas des camps de réfugiés comme on peut trouver dans certains pays qui sont en guerre. Ça n'a rien à voir avec ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'en fait, c'est le problème du provisoire qui devient permanent, et que ces gens-là, en fait, se retrouvent dans un mode de vie qu'ils ne peuvent absolument pas assurer d'un point de vue économique, parce qu'en fait, ce sont des paysans. Ils vivaient essentiellement de ce qu'ils cultivaient. Ils vivaient en grande partie en dehors des circuits économiques, en réalité. Et là, ils se retrouvent à vivre avec très peu d'argent, 100 000 yens par mois, c'est-à-dire en fait 700 € par mois. Au Japon, ça fait pas beaucoup, pour vivre, pour payer des factures. Et pour payer aussi une nourriture qu'avant ils autoproduisaient. Donc en fait, c'est très concret, c'est un problème économique, c'est un basculement dans l'organisation économique qui en fait est en train de les paupériser totalement, et donc par conséquent est en train de les faire sombrer pour une partie d'entre eux, soit dans l'alcoolisme ou voire pour d'autres dans le suicide. Donc voilà, je ne prends pas plaisir à dramatiser cette situation, mais elle est toute simple. Il y a des effets mécaniques dus à la transplantation des populations. Voilà. Et alors le problème, c'est quand ces gens-là, bien sûr, ne sont pas fous au point d'accepter de rentrer dans les zones qu'on leur promet d'être décontaminés d'ici peu. Et ils savent très bien, et ils le savent. Pourquoi ? Encore une fois, on n'est pas dans la magie, on est dans l'appareillage et la technique, c'est-à-dire que comme ils sont autorisés à aller régulièrement dans leur ancienne maison, faire du nettoyage, parce que ces maisons en fait sont envahies par la nature et par les animaux, etc. Donc ils y vont un coup de temps en temps avec des autorisations spéciales pour pouvoir nettoyer, et bien sûr ils mesurent. Ils font des repères, ils tiennent des carnets, et voilà. Et qu'est-ce qu'ils constatent ? C'est qu'en fait ça n'a pas changé. C'est-à-dire, en tout cas pour ces gens qui habitent Futaba, à 7 km de la centrale, lorsqu'ils retournent chez eux, ils continuent de mesurer des taux de radioactivité de l'ordre de 300 microsieverts par heure dans certains endroits. Très irréguliers, bien sûr, ces taux, selon les zones, selon les points chauds, etc. Une même propriété, une même maison va pouvoir rassembler une dizaine de mesures différentes, certes, mais enfin, est-ce que vous pouvez vivre uniquement dans certaines zones de votre maison et condamner certaines autres ? Enfin, il y a une folie irréaliste dont ces gens-là ne sont pas dupes. Et en tout cas, eux, ils entendent les promesses qu'on leur fait de pouvoir revenir dans 2 ans. Or, en fait, à la mesure qu'ils prennent de la radioactivité, ils savent qu'ils ne reviendront pas. Donc voilà. Donc ils sont d'un côté réfugiés avec des conditions économiques intenables, et de l'autre, impossibilité physique de rentrer. Vous venez d'entendre Thierry Ribaud,
chercheur au CNRS, dans une de nos émissions de juin 2013 sur l'évacuation des populations autour de la centrale de Fukushima. Je voudrais vous faire écouter également ce que Cécile Azanou-Mabris, qui est chercheure en sociologie urbaine et qui a beaucoup travaillé sur la question des réfugiés, ce qu'elle avait à nous en dire 2 ans plus tard, en 2015. Et puis, on fera un point sur ce qui se passe aujourd'hui en termes de retour des populations en territoire autour de la centrale de Fukushima. Rapidement, il est apparu que le gouvernement japonais avait pris la décision de fixer les populations dans les territoires contaminés ou non, en tous les cas dans le département de Fukushima. Et pour cela, diverses mesures ont été mises en place, dont la réouverture, pour finir, à l'habitat d'une grande partie de l'ancienne zone d'évacuation. Donc principalement, il s'est agi de rassurer la population afin de convaincre ceux qui étaient partis de la nécessité de rentrer, et cela s'est accompagné d'une vaste politique de communication. C'est toute la communication sur le risque qui remplit un rôle fondamental dans l'instauration à des fins politiques de la notion de résilience dont j'ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas prendre trop de temps à la redéfinir, mais en tous les cas, c'est une notion qui a été utilisée à tout vent afin de faire accepter aux habitants l'idée qu'ils pourraient se sentir renforcés psychologiquement s'ils surmontaient leur angoisse d'affronter la radioactivité. Donc on voit déjà là un décalage entre ce qui serait une résilience psychologique et donc où les gens devraient normalement surmonter un traumatisme, sauf qu'on leur demande de surmonter un traumatisme qui est physique et ça, a priori, on ne sait pas encore faire. Alors aujourd'hui, où en est-on ? Le gouvernement japonais donc fait état de 118 812 personnes déplacées, dont 73 077 à l'intérieur du département de Fukushima et 45 735 à l'extérieur, ce qui représente donc une baisse puisque les mêmes statistiques officielles affichaient, je vous le rappelle, en 2011, 160 000 personnes déplacées, quelques mois après la catastrophe. Mais on sait qu'en réalité, le nombre de personnes déplacées est bien plus élevé que cela, puisque le système d'enregistrement mis en place par l'administration est extrêmement contraignant. Et une partie non négligeable des habitants n'a pas voulu s'y plier. Mais encore une fois, le but n'était pas là de mesurer véritablement le nombre de personnes. Le but était de montrer que l'on pouvait mettre en place un système de gestion administratif et donc de faire passer le message à la population en leur disant, voyez, on sait faire, reposez-vous sur nous, pardon. Et néanmoins, une partie des familles déchirées, puisque bien souvent le père, puisqu'ils n'ont pas de financement leur permettant de partir, donc le père restait travailler dans le département de Fukushima, alors que femmes et enfants sont partis vivre dans les départements alentours. Donc, faute d'avoir le choix de pouvoir partir et s'installer durablement, reviennent. Et il est vrai que cette politique de communication va très loin dans la manipulation des esprits. C'est ainsi qu'on voit organiser des ateliers qui consistent à faire redécouvrir aux enfants qui sont partis la culture de leur terroir, de leur origine. Par exemple, du personnel administratif de la préfecture de Fukushima, entre autres des psychologues, prend contact avec des familles sur leur lieu de refuge, leur expliquant qu'ils souhaitent organiser des rencontres entre les enfants du même âge des anciennes classes dissolues de la région, afin qu'ils ne perdent pas le contact. Là, ils les font cuisiner ensemble en leur expliquant notamment la provenance de chaque ingrédient, par exemple le terroir de leurs grands-parents. Ainsi, on crée la nostalgie chez l'enfant, que l'on culpabilise, d'avoir abandonné ses amis et son pays natal. Tout cela est créé de toutes pièces, mais fonctionne malheureusement. L'enfant, alors qu'il commençait enfin à recréer de nouveaux repères dans sa ville d'accueil, rentre dans sa famille en demandant la date à laquelle ils retourneront chez eux, c'est-à-dire à Fukushima. Certaines familles ne sont pas dupes, heureusement, et luttent
toujours pour l'organisation de réseaux d'accueil des réfugiés qui visent à les aider à mieux s'insérer et organise des séances durant lesquelles on explique les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. C'était Cécile Azanou-Mabris, qui est urbaniste et chercheuse en sociologie, lors d'une émission le 11 mars 2015 sur Radio Galère consacrée à la catastrophe de Fukushima. Elle nous expliquait clairement la volonté délibérée des autorités d'empêcher les populations de quitter les territoires, puis de faire en sorte qu'ils y reviennent. Depuis, que s'est-il passé ? En 2017, certaines zones ont été réouvertes à la population, exposées à des doses de radioactivité bien au-dessus de ce que les autorités responsables de l'établissement des seuils considèrent comme normal, c'est-à-dire bien au-dessus de 1 millisievert par an. Mais nous savons que même ce seuil de 1 millisievert par an n'est pas une garantie de protection, puisqu'il n'existe aucune dose de radioactivité en deçà de laquelle il n'y aurait aucun risque pour la santé. Quoi qu'il en soit, les autorités japonaises savent que malgré tous leurs efforts pour décontaminer les territoires autour de la centrale, ce seuil de 1 millisievert par an ne sera plus jamais atteignable. La contamination radioactive est ancrée dans les sols des forêts environnantes et migre constamment vers les sols qu'on s'acharne à décontaminer, entre guillemets. En dépit de ces objectifs inatteignables, le pouvoir japonais a programmé la réouverture de 6 municipalités où l'on constate des taux de radioactivité encore plus élevés. Autour de 20 millisieverts par an serait considéré comme une dose inoffensive. Alors pour ce qui est des réfugiés, d'après le récent rapport de Greenpeace, en mai 2017, on comptait 120 000 réfugiés et par un tour de passe-passe, en juillet 2017, on n'en comptait plus que 89 700. Cette baisse étant due au fait qu'entre-temps, la préfecture de Fukushima a fait disparaître de ses statistiques environ 30 000 évacués volontaires, auxquels dans le même temps, on a supprimé les aides au relogement. À noter cependant que malgré tous les efforts des autorités pour banaliser la situation et inciter les populations au retour, peu de gens font le choix de revenir dans les zones récemment réouvertes. Quant aux impacts sanitaires des rejets massifs de mars 2011, ils resteront tus et improuvables puisqu'aucune statistique n'a été établie sur les doses de radioactivité exactes auxquelles la population a été soumise. On sait néanmoins qu'en janvier 2019, c'est un total de 206 enfants qui seraient touchés par un cancer de la thyroïde, largement au-dessus des statistiques dans des territoires non touchés par les retombées radioactives. Tout ceci n'entame en rien la détermination des autorités à faire oublier Fukushima. Afin de préparer la venue des athlètes et du public pour certaines épreuves des Jeux Olympiques de 2020 qui auront lieu sur le territoire de Fukushima, le gouvernement japonais propose de faire retirer les instruments de mesure de radioactivité des rues et lieux publics. Trop coûteux d'après eux, puisque de toute façon ils ne serviraient plus à rien, mais bien sûr aussi générateur de stress inutile. Je vais laisser la conclusion à Thierry Ribaud. C'est un extrait de notre émission spéciale Fukushima du 11 mars 2015. L'administration des désastres a déjà montré ses atours, et celle de Fukushima n'est pas de ce point de vue une exception. Rendre tous les risques acceptables en faisant en sorte de ne pas laisser à ceux qui les prennent la possibilité de les refuser, nier les effets sanitaires de l'irradiation et empêcher ainsi la connaissance des souffrances qu'elle engendre, mettre la science au service de la production d'ignorance par des experts patentés, faire de la technologie nucléaire une force sociale plus puissante que l'aspiration à la liberté, travailler à la grande inversion du désastre en remède, nier l'homme en tant qu'homme et achever de sceller l'unité inextricable de la soumission et de la protection dans les sociétés industrielles. Ces différents principes qui constituent l'idéologie nucléariste, que je qualifie pour ma part de national-nucléarisme, sont désormais clairement identifiés. Toutefois, et je rejoins là une des questions qui a été évoquée tout à l'heure dans le débat, toutefois, le bond qualitatif que nous fait franchir l'administration du désastre de Fukushima par rapport à celle de Tchernobyl est le suivant. Jamais l'administration
jamais la cogestion de l'administration du désastre nucléaire n'a été portée à un tel degré de perfection, faisant de chacun le responsable de sa propre destruction. Jamais la nationalisation du peuple, bien plus efficace que celle de l'industrie, n'a été aussi criante. Je pense que si on peut parler de marche en avant et de progrès par rapport à Tchernobyl, il s'agit bien de celui-ci. Vous étiez sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, une émission consacrée à la catastrophe nucléaire de Fukushima. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions, et de nombreuses sont consacrées à cette catastrophe, ainsi qu'à celle de Tchernobyl, sur la chaîne YouTube du collectif anti-nucléaire 13. À bientôt. Tadachi ni tettai se yo!